Yes, salut, c'est parti. Bonjour Grégory, comment vas-tu? Euh, on va attendre une minute ou deux, le temps que les gens se mettent en place, que tout le monde arrive. Alors, ça enregistre? On dit plus des bêtises quand ça enregistre? Bah, ça change Si rien. ah ouais, c'est vrai. Bon, ravi que tu aies découvert les joies de la décomposition, Grégory, hier, by the way. Alors, vous entendez les cloches? Est-ce qu'on entend les cloches chez moi, en Oui, fait? on Ouais? entend très bien. D'accord. Cool. Donc, c'est pas un micro directionnel. Ou il n'est pas en mode directionnel. Ou il n'est pas en mode directionnel, me dit-il. Est-ce que j'en sais en mode quoi il est? Bah, si on entend les cloches, c'est pas désagréable. Mais il est large. Florentin, bonjour. Enfin, Attends, on est entre potes là, c'est bien. Bon, allez, je propose qu'on se donne encore une minute et après on y va. De toute façon, on est sur une discussion autorisée. Voilà, comme ça on peut se parler, c'est cool. Vu qu'on est sur un sujet plutôt strat, il y a généralement pas grand monde sur ces sujets-là, moins en tout cas que sur des trucs hyper opérationnels. Salut monsieur. Silver Bullet. Salut Flo. T'as vu, je suis là. Hein. Enfin. On demande comment tiens. Oh, Pascal, bonjour Pascal. Attends, le truc, il est là, ça fait que je regarde pas bien mon écran. Alors, qui est d'où? Grégory, Montpellier, Pascal, Montpellier, Florentin, je sais pas. Normandie. Philippe, Normandie. Non, Cool. moi, je suis pas en Normandie, mais Florentin en Normandie. Non, Florentin est en Normandie. Toi, non, t'es pas. Toi, t'es en Normandie de l'Est. Sud-Est. Je serai à l'ouest. On est quel jour? On est vendredi? Demain soir. Ah, tu vas où? Lisbonne. Lisbonne, ça y est, c'est parti. 3 heures de Ok, vol. cool. En avant. Donc, les prochains webinars, c'est fini, Sophia, ce sera Lisbonne. Cool. Bon, je propose J'essaierai de qu'on mettre la attaque. ville en arrière-plan. Ouais, ça va être top. Allez, on lance. On verra au fur et à mesure que les gens arrivent. Sylvain, bonjour. Prélance. Allez, pré-lance. Bonjour Pascal, ça fait bien plaisir. Il faudrait qu'on se donne des nouvelles, Pascal. Maintenant qu'on est tous déconfinés, tout ça, Pascal, Grégory, on pourra déjeuner ensemble. Donc, le site de webinaire pour maîtriser le content marketing, on est sur la partie gauche cette semaine. On a divisé, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas encore, nos cycles de webinaire en deux, c'est-à-dire des épisodes plutôt côté opérationnel. Donc, la semaine prochaine, on va attaquer comment éviter le content shock. S'assurer d'être utile et pas juste pertinent. Ça va t'intéresser, ça, Grégory. C'est un super sujet. Et là, on est sur le mode projet matué, donc plus une conversation stratégique, moins de tactique, d'opérationnel. On va vraiment prendre un peu de hauteur et se poser Stratégie, la question organisation. stratégie, organisation. Voilà, sur le mode projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus, Philippe? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, bah, chacun peut parcourir un peu les différents sujets. Ça fait une intro et un rappel. Donc, on a déjà, ces trois-là sont en replay, ces quatre-là, pardon. Donc, pourquoi produire du contenu? Les 2 premières étapes de la méthode avec les cibles, c'était la semaine dernière, et la création d'aimants à lead, des offres magnétiques. Donc, voilà, c'est deux. Donc, ça, c'est 2 et 1. Ils sont tous en replay sur YouTube en playlist. Allez, c'est parti. Donc, je crois que tout le monde se connaît. Donc, en quelques mots, Poppy Gico, 3 fondateurs, une designer, un marketeur, un vendeur. Tous 3 réunis pour accompagner dans les PME les chargés de marketing. Et toujours muter ses notifications avant de lancer un webinaire. Checklist manifesto. Donc, comment on s'occupe des marketeurs concrètement? On a 3 piliers. Le coaching qui permet d'éviter de se faire noyer dans le flux du quotidien et puis vraiment garder le rythme et rester à peak performance, comme on dit. La méthode qui évite les erreurs les plus courantes tout en accélérant les process, basée sur notre expérience et
et enrichi en continu de cette expérience. Et enfin, des outils qu'on développe pour faciliter la pratique au quotidien, rendre les choses plus confortables et surtout collecter de la donnée qui pourra ensuite être exploitée pour devenir plus data-driven. Donc, comme d'habitude, on présente en 30 minutes et puis derrière, on a le temps de discuter sur les questions, les cas pratiques, etc. Donc, pourquoi on parle de tout ça? José Ito, raconte-nous, qu'est-ce qui nous amène à parler de contenu comme ça pendant 8 webinaires d'affilée? Ouais, parce que ça fait plusieurs années qu'on est quand même sur ce sujet-là. Ces webinaires, c'est vraiment une synthèse de nos expériences sur de nombreuses années. Donc, toi, Philippe, ça fait quand même longtemps que tu fais du marketing. Moi, pas tant que ça, en vrai. Néanmoins, je me suis intéressé au sujet assez tôt, en tout cas au sujet de l'inbound à partir de 2008, quand j'ai monté ma première société dans la téléphonie sur IP. Et j'ai essayé plein de choses. Alors, en termes d'outils, j'ai essayé HubSpot, j'ai essayé Marketo, j'ai pas mal travaillé avec un éditeur de logiciels qui s'appelle Pledzi, de logiciels de marketing automation, pour devenir finalement totalement agnostique en disant ça ne m'intéresse pas. Enfin, tous ces trucs-là, je ne trouvais pas mon bonheur là-dedans. J'ai rencontré Philippe, on a eu pas mal de conversations autour du marketing, de l'automatisation. En 2017-2018, j'ai commencé. Alors là, la photo qu'on a là, c'est en 2017. Et j'ai commencé à parler des déçus de l'inbound en 2017 en disant attends, ça fait 10 ans que ce truc existe. Il y a certaines entreprises qui le mettent en pratique et pour qui ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Alors que ça devrait marcher. Alors que ça devrait marcher, la méthode est bonne, elle existe, On va le voir etc. juste après. Donc voilà, pourquoi ça ne marche pas? Et on a commencé à gratouiller le sujet avec Philippe en disant tout le monde nous raconte pourquoi ça marche, des success stories, etc. Mais nous, on va faire un truc qui est beaucoup plus ingrat, hein, en vrai, c'est d'aller chercher les pourquoi ça ne marche pas. Et puis de faire ce travail de post-mortem sur nos propres projets, pourquoi on s'est foiré. Ça, c'est encore plus désagréable à faire. Pourquoi le projet a été réussi mais n'a pas été suivi d'impact? C'est une forme d'échec, mais c'est-à-dire que dans son scope, ça marche, mais derrière, ça ne marche pas. Ouais, il y a des projets qui ont vraiment foiré. Hein. Il y a les deux. Il y en a vraiment qui sont plus d'une centaine de projets. Il y en a qui sont partis en live. Hein. Et ce qui est d'autant plus gênant, c'est quand le projet a l'air d'avoir fonctionné et pourtant, derrière, il n'y a pas les résultats escomptés dans la durée. C'est les pires. D'où l'idée là de Lazy Proof et Foolproof, les outils, la méthode et le coaching sont tous les trois là pour maintenir une énergie. Et on va le voir aujourd'hui, un mode non pas projet, mais process. Donc, comment produire du contenu? Surtout pourquoi? Donc, on ne va pas le refaire en détail aujourd'hui, mais pour ceux qui n'étaient pas là, un rappel des trois raisons qui nous paraissent justifier que l'inbound marketing et le content marketing sont une forme de marketing qui a énormément d'avenir et qui nous a aussi permis d'aider ces déçus de l'inbound à décider est-ce qu'on continue ou est-ce qu'en fait on ne fait pas d'inbound. Dans certains cas, il ne faut pas en faire, mais dans beaucoup de cas, ça reste une piste à suivre. Et pourquoi? Donc, il y a trois piliers qu'on a identifiés, qu'on a décrits en détail. Je vous invite à regarder le replay. Déjà, une compétition exacerbée pour les PME et il y a une tendance de fond de l'économie qui est que winner take all. Donc, les boîtes qui ont du succès sont celles qui vont donc prendre la plus grande part de gâteau de très loin. Ça déclenche plusieurs choses. La vente est plus compliquée, il y a une guerre des talents pour monter les équipes commerciales et un coût d'acquisition qui monte, côté marketing-acquisition. L'avantage du contenu de ce côté-là, c'est qu'il permet d'avoir du trafic organique et entrant, qui permet d'alimenter les commerciaux. Donc, voyez le replay pour plus de détails sur ces concepts. La transition numérique qui oblige au scale, le pourquoi également dans le replay. Et pourquoi le contenu est une solution à ça, c'est que le contenu est scalable. Quand vous avez fait ce webinaire, ensuite il va sur YouTube. S'il y a 2 millions de personnes qui le regardent, ça ne me coûte pas un centime ni une heure de plus. Donne-nous, s'il te plaît, la définition de scalable. Scalable, c'est la capacité à aller à une plus grande échelle sans perte de qualité. Ce n'est peut-être pas la définition en langue anglaise, mais c'est la définition dans le monde de l'économie numérique. Et pareil, c'est expliqué en détail dans le replay avec un superbe exemple à base de saucisses artisanales.
Et enfin, une troisième raison, c'est la génération AdBlock, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui n'ont plus envie de se faire matraquer de publicité. Il y a la notion du marketing de permission. Pareil, je vous invite à faire vos recherches sur le sujet et peut-être à regarder le replay. Et le marketing de contenu est fait parfaitement aligné avec cette tendance-là. Les gens recherchent des solutions à leurs problèmes, ils tombent sur des contenus, ils sont emmenés dans un entonnoir, ils donnent la permission à l'entreprise de leur présenter plus de contenu et plus de solutions jusqu'à aller vers des solutions payantes. Et c'est tout l'enjeu de créer ces entonnoirs alignés à partir du contenu ou jusqu'au contenu. Et ça, pour le coup, c'est un sujet qui a été, bonjour Flora et bonjour Benoît, c'est un sujet qui a été abordé dès 2008 et même avant 99, le permission marketing de Seth Godin, qui pour le coup, c'est pas nouveau, mais par contre, c'est de plus en plus vrai. Et ça ne fera qu'être plus vrai. Et ça ne sera, voilà, ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux. De mieux en mieux, ça dépend personne n'est jamais venu en disant ah, j'espère que j'aurai plus de publicité à regarder. Ça n'existe pas. Donc, soit on se prépare à ce futur-là, soit on prend beaucoup de risques. Donc après, il reste toujours des niches et des îlots qui survivent. Mais pour énormément d'entreprises, je pense qu'il faut prendre la mesure de ces changements-là. Et il reste encore un peu de temps pour pas mal de boîtes. Pour certaines, c'est trop tard. Mais, beaucoup d'exemples aussi dans le replay. Vous verrez, on présente les entreprises, les industries, les secteurs qui ont subi une transition presque complète avec des graphiques et tout ça, qui sont très édifiants pour savoir à quoi s'attendre si votre secteur n'est pas encore touché. Donc, facile à dire. Oui, c'est bien de faire du contenu, mais ce n'est pas si facile. On parle de déçus de l'inbound. Si c'était si facile, il n'y aurait pas de déçus. Tout le monde serait content et on aurait les impacts magiques vendus par nos amis les éditeurs. Éditeurs qui font de très bons outils, mais qui ont peut-être tendance à pousser un peu vite et en minimisant l'effort et les besoins organisationnels qui vont avec. Donc, il y a 3 challenges, c'est le cœur du webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va prendre le temps de les voir un par un. Il y a 3 challenges aujourd'hui qui sont, selon notre expérience, des obstacles à la création d'un inbound marketing non décevant. Donc, premièrement, des problèmes d'organisation, d'équipe, de bordel, comme on avait mis dans la première version de ce webinaire. Donc, on rencontre 4 profils types sur les projets inbound de façon récurrente. Et on va les voir un par un et étudier un petit peu leurs interactions et comprendre quels problèmes ça crée en matière de production de contenu. Donc, usual suspect, le marketeur, bien entendu. Donc, ça peut être un chargé de marketing, un responsable marketing, ce type de profil, parfois un alternant, voire même un stagiaire, avec je ne sais quel titre. Donc, le marketeur est invité à produire du contenu pour faire de l'inbound marketing et envoyer des MQL, voire des opportunités à ses sales, à qui il ne parle jamais parce qu'il ne l'aime pas. Les MQL, c'est les Marketing Qualified Leads. Voilà, des leads non qualifiés en vrai. C'est des leads qualifiés par le marketing, donc pour les commerciaux, ça s'appelle des leads non qualifiés. Ça s'appelle du cold calling. Du cold calling, voilà. On est en plein dedans. On essaie de franciser le truc, mais ouais. Et ça, c'est le grand classique. Ça, c'est vrai que c'est un schéma, c'est une relation qu'on retrouve assez souvent entre le marketing et les ventes. On a nos commerciaux qui disent non, mais les marketeurs, ils pigent rien à la vente, quoi. Le problème, c'est qu'ils savent pas vendre, en fait. Ils savent faire du marketing, mais ils savent pas vendre. Donc, le contenu qui est produit par le marketing est malheureusement rarement utilisé ou pas utilisé correctement par les vendeurs. Et il y a les deux. Il y a le contenu créé par le marketing qui n'est pas utilisé par les vendeurs. Les leads générés par ces contenus qui ne sont pas utilisés par les vendeurs. Tu as vu le cas récemment, je ne sais plus où. On ne donnera pas de nom de toute façon. 500 leads produits tous les mois dans une grosse industrie du monde de la chimie, une grosse boîte du monde de la chimie, 500 leads par mois qui vont à la poubelle. C'est-à-dire que le marketeur fait son job, beaucoup de publicité dans l'occurrence, et ça va direct à la poubelle. C'est-à-dire que les commerciaux les regardent même pas, quoi. Ça pollue le CRM selon eux. Ouais, pour eux, c'est comme du cold calling, mais pire. 400 000 euros. Tu prends 400 000 euros tous les ans, tu les mets à la poubelle. Voilà, c'est de ça dont on est en train de parler.
concrètement. Donc, il y a concrètement? ça, les leads ne sont pas utilisés, les contenus ne sont pas utilisés et vice-versa, ça ne communique pas entre les deux. Le commercial est quand même face à des gens, il a les objections, etc. Donc, et souvent, il va trouver que le marketeur est un peu hors sol, ne comprend rien à la vente, ne comprend rien au client, tout simplement. C'est un peu ça le reproche qui est fait. Ce à quoi je te réponds, mon cher commercial, t'as qu'à les faire toi-même, les contenus. Ah ben là, c'est le gag. Alors là, c'est le drame. On pourrait penser, en fait, c'est pas une mauvaise idée, hein. Alors, il y a le sujet tu dis les sales ne respectent pas la marque et n'ont aucun sens du marketing. Pas moi qui le dis, c'est le marketeur. Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, donc tu en as la preuve. Parce que tu es dans le feu, tu as une propale à sortir, tu n'en as rien à foutre, tu balances ton truc. Allez, fuck la charte graphique. Voilà, charte graphique, on s'en fout. Tout l'univers de territoire de marque, machin, poubelle Le aussi. positionnement à la trappe. Non, ça, c'est pas grave. La niche, elle dégage. Non, on s'en fout tant que ça signe. Et le problème, c'est que en tant que commercial, c'est difficile. Alors, c'est vrai, très honnêtement, hein, c'est vrai que le commercial, et on le dit souvent à nos clients, on dit mais allez interroger les commerciaux parce que finalement, ils ont la matière première, ils ont les verbatims, ce serait quelque part les meilleurs pour produire le contenu. Néanmoins, c'est pas leur job. Deux, leur mode d'organisation n'est pas prévu pour avoir ces temps pour produire du contenu. Et puis, ils savent pas écrire. Trouver le commercial, le gars qui sait vendre, qui sait écrire, qui sait. On parlait de garder des talents, on y est là. Qui est capable de faire œuvre de pédagogie, qui fait de la vente par la valeur. On en parlait avec Grégory Coste cette semaine, pas plus tard qu'hier. Alors déjà, ça c'est une perle rare quand tu as un vendeur comme ça. Si en plus il sait écrire et qu'il aime ça, comment te dire? T'as pas les moyens. Et en plus, si c'est un bon vendeur, il vaut cher parce qu'il rapporte. Et on a dit que c'était la guerre des talents, donc personne ne va vouloir lui allouer son temps sur de la rédac, quoi. Non, alors bon, ça c'est encore l'acceptable. Non, parce qu'il y a des commerciaux bien payés dans certaines boîtes, mais ah oui, mais tu peux être très bien payé si tu veux. Quand tu es très bien payé, que tu es un bon sales et qu'en plus tu sais écrire. Ah oui, si en plus tu sais écrire, au 21e siècle, tu n'as aucun intérêt à bosser pour une boîte. Ouais, et vice-versa, si tu es salarié, même si tu savais écrire, on ne te demanderait pas d'écrire parce que tu rapportes en tant que sales, donc va faire du sales, quoi. C'est ça qui rapporte. Donc, on ne va pas te dire alloue 20% de ton temps à écrire, c'est peu probable. C'est clair. Va juste te dire, dans une bonne boîte, on va te dire viens dans la réunion, donne tes verbatims et repars closer des trucs. Donc voilà, donc fausse bonne idée. Bon, alors, pas le sales, pas le marketeur, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous reste? Tu connais, toi, souvent on te dit ah attends, on a un comment ça s'appelle? Alors il y a le cousin du boss déjà, mais ça non. Les experts? Non, il y a les journalistes. Ah oui, j'ai eu. Pour le coup, sont devenus freelance. Ah oui, j'ai eu le cas alors ça c'est terrible. Ça, c'est les pires, ceux-là. Ça fait flipper. Là, carrément, c'est la boîte qui recrute un journaliste. En se disant, ça, c'est l'idée du siècle. Il faut reconnaître que le journaliste sait produire le contenu. Ah, lui, il sait produire le contenu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, viens, on prend le journaliste. Il va nous écrire des trucs, mais ça va être topissime. Laisse tomber. On va diffuser ça sur les réseaux sociaux. Tu vas voir, les gens, ils vont venir. On est des rockstars. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est des journalistes, donc ils font bla 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 bla. Ils produisent du contenu, mais pas le contenu. Ouais, ils produisent du contenu, c'est chiadé, c'est bien. Alors si ça crée un truc magique, ça crée de la notoriété. Alors ça fait de la notoriété, ça fait de la belle littérature. Tu as plein de potes et résultat des courses. Par contre, business, ça fait zéro. Donc si ton challenge, si ta volonté, c'est de dire j'ai besoin que mon organisation soit connue, reconnue, etc. Bah, tu peux prendre un journaliste et lui demander d'écrire l'histoire de ta vie, ton œuvre, ton organisation, depuis combien de temps, bla, bla, bla. Mais par contre, ça ne fait pas du business. C'est no way. Donc, du coup, si on veut du métier, après tout, la résolution de problème, elle se fait côté métier. Donc, ça doit être eux qui ont la clé. Ouais. Qui ont la clé, c'est eux qui ont les jobs to be done, ou en tout cas qui savent y répondre.
peut-être. Alors, ouais, job to be done, on précisera, on en a parlé la dernière fois de ce qu'est Semaine le dernière. job to be done, mais ça aussi. Alors, l'expert métier. Ah, l'expert métier, lui, il est bien. Lui, il connaît son métier par cœur. Il Il t'explique est très fort pourquoi en il a jargon. collé. Ah ouais, très bon. Les boulons de 13, les TTSE, le MPI que tu mets dans le TTR pour que ça fasse du TX, ça, il maîtrise. Sauf qu'à la fin, il produit Les ces PPI. articles-là et puis on est dans un espèce alors d'entre-soi. Donc, c'est très bien. L'expert métier, si tu lui fais produire du contenu, c'est bien parce que ah ouais, tout le monde lui saute dessus. Non, mais C'est imbitable. t'arriveras pas à lui faire produire du contenu en vrai, ça marche quasiment jamais. T'en as Bah, vu, toi, où vraiment il passe, je sais pas, les 2 heures par semaine à écrire des articles? T'as vu combien de boîtes comme ça? alors, non, attends, il y a des QR en même temps. Il y a des questions et réponses qui arrivent, je me les affiche. Est-ce que ce schisme, on va en profiter, je regarde vite fait si on peut, Florentin, si on peut la rentrer dans notre… est-ce que le schisme marketing commercial ne va-t-il pas disparaître par la mutation des agences commerciales classiques vers les marketplaces où le commercial ne bosse que s'il génère ses leads? Ouais, on la garde pour après, celle-là. Excellente question, merci. D'ailleurs, on a prévu de créer le Malte des agents commerciaux indépendants. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet, envoyez-nous un petit mail. Ouais, c'est un vrai… je te dirais. On le fait après, Florentin, parce qu'il y a des gens qui vont regarder uniquement les 30 minutes de replay. Donc, on va faire en sorte de pas juste trop en 2 mots là-dessus quand même, polluer. on parlait de garder talent, les commerciaux, il y a besoin d'un esprit d'équipe quand même dans une boîte en général, dans la plupart des boîtes. Après, tu as des boîtes qui sont très, très, très sales en mode immobilier ou quoi, où là, en effet, faut faire de l'apport d'affaires. Mais après, il y a des boîtes où vraiment, il faut cet esprit d'équipe, il faut que les gens se parlent, il faut que les commerciaux comprennent ce qu'ils vendent, qu'ils aient vraiment un sentiment d'appartenance, qu'ils aient la culture de la boîte. C'est le cas dans pas mal de startups et ça devrait être le cas dans beaucoup de PME. Et puis, il y a ce petit côté de challenge entre sales. Donc, c'est vrai qu'une équipe commerciale en interne, ça reste difficile à égaler, même si on peut être plus transactionnel sur autre chose. Et on y reviendra en QR. Mais on va revenir après. Finissons sur… Donc là, ouais, l'expert on a métier, fini oui, sur les 4. Donc, j'ai même c'est… pas de conclusion finalement sur ces 4 profils. C'est juste qu'on voit où sont tous les points de tension. Et la question, c'est d'avoir un process où les bonnes personnes font le bon travail. Et ça peut être un journaliste freelance qui écrit, mais ça veut dire que ça doit être le marketeur qui collecte la connaissance qui est à la fois au métier et au sales, connaissance du métier et connaissance des clients. Collecter tout ça, briefer sérieusement et de façon organisée et récurrente des freelances, des journalistes ou des ressources internes qui, elles, savent écrire. Et donc, trouver une harmonie entre ces 4 profils qui restent à mettre en place et donc qui passent par le coaching, la méthode et les outils. Ouais, parce que c'est une bonne idée, hein, si tu veux. C'est chaque individu a une partie de la réponse. Bien souvent, le problème vient qu'on laisse aux uns ou aux autres. Ça, c'est de là que ça vient. Dans la même veine, pourquoi aussi on ne trouve pas cette harmonie entre les personnes? C'est aussi parce qu'on travaille au coût. Le marketing aujourd'hui, c'est des campagnes marketing, des projets, des actions commerciales, des promotions, des salons, etc. Ce qui ne colle pas trop pour plein de raisons. Alors, un problème du mode projet, bon, si vous avez regardé des téléréalités de construction de maisons ou je ne sais quoi, ou si vous regardez les actualités industrielles, il y a que les Suisses qui finissent leur tunnel en temps, en heure et dans les coûts. Hors de la Suisse, ça ne se passe pas comme ça. Dédicace à nos voisins. Je sais qu'il est là. Donc, on dépasse les coûts, on dépasse les délais. C'est une constante dans les projets. Ça crée du stress. Et donc, si on a si on a une continuité qui est faite de plein de projets les uns après les autres, on passe sa vie à déborder, on passe sa vie à être en retard, à se rejeter la faute, etc. C'est pas satisfaisant. C'est un premier problème des projets. Souvent, quand on fait des projets… toi qui as bossé dans les grandes agences, le mode charrette, j'imagine Voilà, le que mode c'est charrette, toute on une devrait l'appeler partie le de mode ta vie. charrette en fait. Mais vous voyez, il y a même un jargon juste pour ça, quoi. Tellement c'est devenu c'est la base, quoi. Mais bon, c'est la vie d'agence. La vie d'agence, c'est charrette. Ce qui est un problème, hein, qui crée un autre problème d'alignement qu'on n'a pas vu avant. Mais un autre problème des projets, c'est que souvent, on se retrouve avec des comités, des gens qui viennent
qui viennent donner leur avis là où ils n'auraient peut-être pas dû. Donc, il y a ce superbe acronyme anglais qui veut dire l'opinion de la personne la mieux payée de la pièce. Il n'y a pas pièce dans le mot, mais c'est plus imagé comme ça. Et voilà, donc vous avez cette scène magique de 99 francs, si vous avez vu le film. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, qu'est-ce que vous faites là ? On a le boss qui est là et qui donne des idées et qui dévie le truc. Ça marche aussi entre les clients et les agences, bien sûr. Vous avez un client qui donne plein d'idées tous les 2 jours et puis à la fin, votre projet ne ressemble plus à rien. Donc, c'est un problème du mode projet aussi, ça. Et c'est pour ça que même l'informatique, qui est le royaume des trucs livrés en retard et trop chers, est passé en mode agile, donc en mode sprint, avec des time box, c'est-à-dire des durées fixes, et ça crée un cycle. Et là, vous pouvez aller avoir un esprit d'équipe. On a vu juste avant les problèmes d'équipe que vous n'avez pas en mode charrette. Voilà, donc les commerciaux de leur côté, ils ne sont pas en mode projet. Vous avez un pipeline, vous avez un deal flow, vous avez des lignes entrants, vous avez tous les jours une séance de prospection, tous les jours la liste des leads du jour. Donc, il y a un flux pour le commerce. Donc, si en face, vous avez la personne qui crée ce flux, qui est en mode projet, vous avez peut-être des questions à vous poser. Donc, le content marketing, c'est comme ça fait quelques siècles maintenant qu'on a de la presse. La presse qui est l'industrie qui crée le contenu à l'origine, cette industrie-là est en mode flux. Alors certes, Élise Lucet, elle fait des gros projets, mais le reste de la rédaction est en mode flux. Vous avez un journal tous les soirs et ça tourne. Donc, le marketing est un process, pas un événement. Il faut arriver à mettre ça en place, à s'enlever un petit peu de la tête le mode campagne et le mode charrette et aller vers la machinerie bien huilée en amélioration continue. Comme on a réussi à le faire dans le produit avec des méthodes comme la méthode agile et avant ça, le Kaizen, etc. C'est un gros sujet sur parce que souvent on parle de l'alignement sales marketing, souvent. Les commerciaux, les éditeurs, enfin, on nous saoule avec l'alignement sales marketing et ça va être de pire en pire. Et je suis assez surpris que cette dichotomie soit pas abordée, c'est-à-dire entre d'un côté du marketing que tu dis en mode événement finalement sur un salon tous les mois, on sort la newsletter, alors là, branle-bas de combat, parce que tu as même des projets newsletter, donc tu as des comités édito spécial newsletter, et là, tu es au sommet de la pyramide de la stupidité quand même, mais ça existe. Et puis de l'autre côté, tu as évidemment les commerciaux avec ce que tu disais, quoi, c'est toutes les fins de mois, fin de semaine, enfin, le lundi, c'est la réunion commerciale. Le vendredi, on débrief. À la fin du mois, au trimestre, etc. Et même avant les CRM, ceux qui ont regardé The Office, ils reçoivent leur papier avec les leads tous les matins et dans des enveloppes scellées pour que ce soit bien égalité. Leads tirés au sort. Chacun a ses 10 leads à prospecter pour la journée. Tous les matins, tu as ton enveloppe, tu vois. Ah ouais. Et c'est un processus continu, alors que une le routine. marketing ne suit pas le truc. Donc gros schisme entre les deux. Allez, 3e challenge, qu'on en finisse. Le content shock, la menace. Bah oui, pourquoi faire de l'inbound si c'est pour se retrouver noyé dans la masse ? Pourquoi faire du contenu surtout ? Tout le monde en fait maintenant, de nos jours. Donc, pour ceux qui n'ont pas en tête le concept du content shock, vous avez une création de contenu qui est exponentielle, puisque tous les gros malins d'éditeurs comme d'agences font des webinaires à n'en plus finir sur il faut produire du contenu avec des très bonnes raisons. Donc voilà, tout le monde fait du contenu, sauf que la consommation de contenu, elle, les gens n'ont qu'un temps limité d'attention, donc il y a un plateau. Donc on a une courbe logarithmique d'un côté, une exponentielle de l'autre, ça va mal finir. Alors je pense que les courbes sont fantaisistes, c'est vraiment juste pour le concept. Mais l'idée est celle-là, donc on nous a rebattu les oreilles il y a quelques années du content shock, c'était très sympa, et puis on en entend toujours parler, c'est un petit peu le serpent de mer. Et donc voilà, on a fait des études. Alors celle-là, on l'a présentée en 2017, donc elle doit bien dater de 2015 ou 2014, je pense. Vous voyez déjà, ils avaient pris les plus grosses 1500 marques, et puis finalement, elles font beaucoup de contenu. Mais leur contenu est pourri. C'est à peu près ça la conclusion. Leur contenu sert à rien. Pour nous, le content shock, il existe sur notre marché. Le marché du marketing. Le marketing pour marketeurs, clairement, il est saturé. HubSpot a écrit tout ce qu'il y avait à écrire. Moi, j'essaie de trouver des idées d'articles. Ils ont tous été écrits par HubSpot il y a 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, donc c'est pas la peine.
Donc, c'est pour ça qu'on a peur en tant que marketeur du content shock, c'est que chez nous, il existe et on se sent. Je crois qu'il on se existe sent pour tout le monde en vrai. Et pas du tout. Ouais, on croit du coup qu'il existe pour tout le monde. Mais alors là, on avait pris lors du premier webinaire des personnes qui étaient dans l'assistance. Vous voyez, là, on est sur la bordure Volige. On sort en haut de Google. Ils ont même réussi à avoir deux résultats sur la première page avec le même site. Donc je ne savais pas ce qu'était une bordure Volige. Je ne sais toujours pas d'ailleurs. Pareil, la visquerie aéronautique, alors ils sont en deuxième place. Au passage, notez comme les résultats organiques se retrouvent poussés vers le bas dans le Google de 2020. Et encore, j'ai vu des cas bien pires. Donc voilà, sur plein de sujets, il reste des parts de voix à prendre et on peut se placer comme leader de son secteur, comme la voie de référence sur son marché. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, à notre avis, une des clés de la survie durable pour les PME, et c'est ce qu'on évoquait sur la partie compétition exacerbée de la transition numérique. Et pareil, on l'a détaillé en profondeur lors du webinaire sur la transition numérique et les raisons de produire le contenu. Pourquoi produire le contenu? Donc, en conclusion, vous avez vu tout à l'heure ces 1500 marques dont le contenu ne sert à rien. Pourtant, ces 1500 marques qui sont en tête de l'économie. Donc, c'est des marques qui servent à quelque chose. Les gens leur donnent de l'argent tous les jours pour résoudre des problèmes. Donc, normalement, ils devraient être capables de faire un contenu qui résout les mêmes problèmes à l'échelle d'un contenu et qui serait utile également. Donc, il y a un problème de process. Si vous avez la capacité à produire à grande échelle pour des millions de gens des produits qui résolvent des problèmes en échange d'argent, faire des milliards d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires, et si en face, vos contenus ne font pas le boulot, c'est que vous avez un problème de process pour créer le contenu. Et vice-versa, si vous n'arrivez jamais à faire des contenus qui sont utiles, c'est que peut-être vos produits ne servent à rien. Et dans ce cas, pourquoi vous survivez? On ne comprend pas. Donc, il faut arrêter de produire du contenu, mais il faut produire le contenu. Du contenu, c'est on embauche le journaliste et il se débrouille. Le contenu, c'est quand on arrive à résoudre les problèmes des gens qui vont nous acheter des choses avec nos contenus. Donc, en résumé, on a des problèmes d'esprit d'équipe qui créent de la désorganisation, des alignements. On a un mode projet au lieu d'avoir un tempo, un rythme, une cadence, et on a un content shock. Si on ne résout pas les problèmes des gens et qu'on produit du contenu, alors il faut produire le contenu avec le bon process. Donc, comment on fait? Eh bien, avec une bonne méthode qui a été détaillée dans les précédents webinaires et qui sera complétée vendredi prochain sur la partie créer les contenus, qui est celui-là. Joséito, pas de commentaire là-dessus. Voilà, donc tout simplement une image pour rappeler ce qui a été dit avant et ce qui sera finalisé la semaine prochaine. C'est que le contenu, il faut aujourd'hui le considérer comme un produit. Donc, vous connaissez le freemium dans le monde du logiciel. Vous avez une part d'usage gratuit dans l'outil. Ça peut être soit en quantité, ça peut être certaines fonctions. Le contenu, c'est pareil. C'est un petit peu le petit morceau gratuit de votre outil. Et tu parlais tout à l'heure d'unbundling, c'est cette méthode-là qu'on a détaillée précédemment sur comment prendre un produit qui crée de la valeur pour sûr puisqu'il est vendu et aller vers des choses plus petites et gratuites qui sont alignées, qui résolvent le même problème et qui permettent de montrer aux gens que vous comprenez leurs problèmes, que vous pouvez les résoudre et donc répondre à toutes les problématiques de pourquoi produire le contenu dans cette nouvelle économie. Là, on se retrouve avec, pardon Philippe, mais on se retrouve avec, on le voit bien, un contenu qui est aligné avec un parcours de décision, donc qui fonctionne bien aussi avec la façon dont les commerciaux font le business. Et là, on retrouve cette notion d'alignement, ça fait partie, j'insiste là-dessus, mais des fois, ça fait partie aussi de cette discorde entre les commerciaux et les marketeurs. C'est parce qu'il n'y a pas forcément du contenu pour les vendeurs. Alors que là, avec cette méthode-là, cette approche, on a et les leads ne sont pas satisfaisants, etc. C'est aussi le problème de la qualité des leads, vraiment, et de leur qualification qui se fait infiniment mieux quand on a un entonnoir qui est propre. Et pareil, c'est un process, pas un événement. Vous n'allez pas créer cet entonnoir parfait en 3 semaines. C'est aussi ça qu'on a pu apprendre au fil des années. On peut faire la meilleure mission de 3 mois, on repart, on revient l'année d'après. C'est arrivé une fois que ça se passe très bien et ce n'était pas une PME, c'était une personne toute seule.
le reste du temps, ça a tendance à s'étioler pour toujours ces questions d'organisation, d'absence de process. Donc maintenant, on parle de mise en œuvre là, c'est comment on génère quelque chose qui est un process et qui s'améliore en continu et qu'on capitalise. Donc, la façon de gérer ce process a longtemps été dans des tableurs et ça fonctionne. Sauf qu'en termes d'interface et de collaboration, c'est limité, même si c'est des tableurs en ligne avec Google Sheets. La collaboration est faisable, mais onboarder des journalistes là-dedans, c'est compliqué parce qu'ils vont vite se lasser ou ils seront intimidés. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a un outil qui est gratuit. Vous pouvez l'essayer et rentrer vos contenus dedans, qui permet de guider la méthode et d'avoir une interface plus pratique pour collaborer, côté client, côté agence, etc. Le problème de ça, c'est que ça ne résout pas le problème de rythme, le problème de process et le problème de discipline, on peut dire. Donc, la solution que nous on a trouvée aujourd'hui, c'est de faire un call tous les mois qui dure 1 heure ou 1h30 et 10 minutes sur les cibles, 20 minutes sur les offres et 30 minutes sur le contenu tous les mois. Et avec ça, on arrive à forcer mois après mois un rythme. Et là, on commence enfin à avoir des résultats plus durables et cette création de rythme et cette création d'alignement. Donc, on en a parlé un petit peu dans les précédents webinaires. Sur chacune des thématiques, on se rend compte que le fait d'y revenir tous les mois, on trouve une finesse et on trouve des insights. J'ai jamais réussi à traduire insights, mais des bouts d'informations qu'on n'avait pas trouvé la première fois et qu'on n'aurait pas trouvé dans une mission de 3 mois, mission intensive où on trouve plein de choses, mais où on n'a pas cette finesse qui ne vient que de la pratique en équipe, dans la durée et avec du rythme. Donc, voilà en gros les enseignements de 6 ans de Puppy Gico et de 20 ans de José Lito. De comment on arrête le mode projet et qu'on passe au mode process. Donc, on va ouvrir les micros. Pendant que tu ouvres les micros, Philippe, et qu'on répond aux questions. Donc, oui, donc semaine prochaine, comment éviter ce fameux content shock. On va préciser ce point-là. Et maintenant, let's go. Donc, on y va. Ouvre les micros. En avant les questions et les réponses. On va peut-être utiliser la fonction lever la main, comme ça on n'a pas de cacophonie. Plus rapide que l'éclair. Allez, go. Est-ce qu'on t'entend, Sylvain? Hello. Hello. Salut. Hello, Puppy Gico. Super, comme d'habitude. Hello, Betty Boost. Non, c'est vrai que l'industrialisation de cette partie content demande des process, une organisation, et que je pense que un peu tout le monde aurait à gagner à mettre ça en place. Et de surcroît, les gens qui veulent faire de la marketing automation et qui ont besoin de créer beaucoup de contenu dans l'inbound à différents stades, justement de maturité, évaluation, découverte, etc. Donc, je pense que l'analyse est pertinente, qu'il y a là, mais un peu pour tout le monde, un bleu océan, à voir comment l'industrie réussit à vraiment prendre en compte ce besoin et réussir à industrialiser ça, parce que c'est pas évident, parce qu'il faut faire travailler des artistes, enfin des créateurs, et en même temps il faut des délais, il faut du budget. Donc, curieux de voir. Est-ce que vous connaissez des expériences qui ont réussi ça? Par exemple, en France, il y a You Love Words. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre justement de Content Factories qui ont industrialisé ce process? Alors, Content Factories, pour en connaître quelques-unes de l'intérieur, c'est un bon gros bordel. Oui, elles y arrivent parce qu'elles font tout l'enjeu dans ce qu'on dit là, c'est d'être capable de le faire à l'intérieur de l'organisation. Les Content Factories ne font que ça, c'est leur métier. C'est un peu la conversation qu'on a eue en préambule de ce webinaire avec Philippe. Ma femme est ingénieure en informatique, elle bosse sur des très très gros projets et elle fait arriver les projets à l'heure et dans les délais, et les clients et les métiers sont hyper satisfaits dans le groupe dans lequel elle travaille, mais elle fait ça toute la sainte journée. Une équipe qui se connaît depuis des années et qui est une équipe en mode alors vraiment agile, pour le coup, c'est pas juste du blabla, c'est agile, donc c'est très très exigeant. On s'aperçoit que l'agilité c'est particulièrement exigeant. Les Content Factory font que ça toute la journée.
Donc, c'est Tu compliqué as parce des que noms en c'est leur tête job. pour répondre à Sylvain ou de Bah, boîtes qui ont réussi à créer ça et où ça marche vraiment? C'est vrai que j'en ai pas ça forcément marche très, très là. bien. J'en ai vu à petite échelle des product as service, mais plutôt américains, un peu dans mon réseau, mais en France, je sais pas. Je pense qu'il y a des agences inbound dans la nébuleuse HubSpot qui le font à Non, leur alors, niveau. Et au-delà de Textmaster, tu en as une autre, j'ai oublié son nom. Je suis Textmaster, c'est pas désolé. ça, parce que Textmaster, c'est on demand. C'est vraiment t'as le rédacteur on demand, mais il n'y a pas vraiment ce système Il y en a une, de j'ai oublié process. son nom, je te la retrouverai. Il y a Isabelle Defay. J'ai le nom de la personne, mais pas le nom de Isabelle Defay, voilà. son ancienne boîte, qui l'a vécu de l'intérieur. Et ouais, ça fonctionne. Mais le vrai sujet, Sylvain, c'est Winbound, non? comment je fais dans. Comment? Winbound, c'est quoi? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas la même chose. C'est sa boîte d'avant. Euh, le problème, c'est comment je fais ça dans mon organisation où j'ai pas que ça à faire, en fait. Le problème du contenu, c'est que dans ta boîte, tu n'as pas que ça à faire, que du contenu. Donc, et après, se pose aussi la question de quand on veut le faire super bien comme ça, des moyens qu'on y met. Je crois que ce qui fait qu'on a du mal à faire aboutir ce type de sujet-là dans certaines boîtes, c'est qu'on n'a pas confiance dans la capacité du contenu à créer de la valeur, à créer du lead. Dans certains grands groupes, par exemple, quand tu regardes, même dans un grand groupe, là où il y a du pognon, quand tu regardes comment est structurée la production de contenu, ça reste toujours, il y a un salon, on s'y met, il y a un événement particulier, on s'y met. Et on a bien compris qu'il fallait produire du contenu tout du long du parcours de décision, blablabla. Sauf que quand tu commences à dire, alors pour faire ça, il nous faut blam, 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 blam. Il faut que toutes les semaines, on ait quand même un sales chez qui va nous donner 1 heure de son temps pour une interview. Ça tient 3 semaines. À la 4e, déjà, il n'a pas le temps parce qu'il te dit, mais non, tu vois pas que je suis sur un salon, je n'ai pas que ça à foutre de tes histoires de 1 heure, blablabla. Et ça aussi, ça passe dans le process. C'est-à-dire que derrière, tu peux capitaliser cette connaissance client et petit à petit, tu as moins besoin de ces interactions-là. Mais et tu parlais de ta femme donc, qui est en produit et développement. Et justement, ces process-là ont été très bien développés dans le produit. La façon de régulièrement accumuler de la connaissance client qui vient des sales, qui vient du support. Et ils rentrent les gens du support régulièrement dans les réunions produits. La plupart des boîtes qui font ça bien en tout cas. Donc, eux ont ces process-là qui sont plus matures que sur le marché du contenu, sur les activités. Oui, encore, c'est parce que moi je le raconte comme ça fait un peu conte de fées, mais dans la vraie vie, quand tu dois attirer le métier dans une réunion, alors elle a la DSI, donc forcément le métier, ils ont vraiment besoin d'elle, mais quand tu es avec le métier, ce que j'appelle le métier, là en l'occurrence, par exemple, ça va être le marketing qui te dit ouais, mais moi tu comprends, il me faut ma page pour le site pour hier parce que de toute façon je suis déjà charrette, parce qu'avant-hier je devais faire machin et que tu as ma nana qui est plutôt introvertie, pas speed et qui te dit oui, d'accord, mais néanmoins c'est moi qui ai les clés de la boutique, donc tu vas faire comme moi je te dis, tu vas rentrer dans le process et ça va se passer comme ça. Et ta charrette, tu te mets devant, tu te mets derrière, mais moi tu ne vas pas déstabiliser toute mon organisation. Et ça donne des points de friction Et un jusqu'au process, ça moment. se défend aussi. Ouais. Ouais, voilà, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire Ça demande du leadership, justement. Alors, c'est ton autre sujet, le leadership, mais on est en plein dedans. Dans cette boîte, ils ont mis 3 ans, vraiment 3 ans. Alors, on est dans un grand groupe, mais ils ont mis 3 ans pour que la DSI, les métiers travaillent ensemble. Et c'est-à-dire que le métier, et là en l'occurrence, je vais parler du marketing, comprennent le processus agile, comprennent les implications, se mettent dans ce délire-là. Et résultat des courses, aujourd'hui, le directeur marketing est juste ravi de bosser avec la DSI. Ce qui, quand tu le dis comme ça, on te dit, mais t'es sûr là, tu parles de quoi? T'as fumé un truc? Non, le directeur, pour connaître les deux parties, dit, c'est super de bosser avec la DSI parce que justement, ils arrivent à nous cadrer, alors que nous, on est un peu comme ça, brouillon, etc. Ils arrivent à nous cadrer et on se rend compte qu'on est de plus en plus efficace dans notre façon de faire des choses et on produit de plus en plus de résultats à moindre coût. Donc ça a été avec le marketing, ça a été aussi avec l'administration des ventes dans cette société-là. Ça fait quelle taille? Je suis en train de te parler du groupe La Poste, donc ça fait quand même une grosse taille, la bestiole. Mais à l'intérieur, pardon, je précise, c'est la partie B2B du groupe La Poste.
Et Ouais, la tête de l'organisation, pas le groupe. C'est un groupe, c'est un groupe. mais ouais, et ben, l'administration des ventes, pareil, elle s'est mise à dire ah ouais, mais en fait, quand on connaît pas, j'arrive Florentin, quand on connaît pas, Grégory d'abord. et ben, la DSI finalement nous permet de nous explique comment mettre en place un processus dans nos métiers. Juste deux parallèles en deux mots. Cette intégration du produit et de tout le monde et ces process très agiles, c'est quelque chose qui a été mis en place dans les startups. Pour eux, c'est plus facile puisqu'ils partent de zéro, ils peuvent créer cette culture sans avoir cette phase de transformation. Et c'est pour ça qu'on voit, on en a parlé donc l'autre jour sur le thème de la transformation numérique. Quand on parle de scale et de transformation, c'est là que ces boîtes-là arrivent à concurrencer des grosses boîtes. On parlait de Side qui a concurrencé Adecco en 3 ans, truc de malade. Et comment ils arrivent à faire ça? C'est qu'eux, ils se parlent. Les mecs du support, les mecs du produit, les mecs de la vente, c'est très connecté. Ils vont à la guerre, ils n'ont rien à perdre. Et donc, eux arrivent à faire ça. Pour une transformation plus lente, le process que tu viens de décrire là, tu peux voir le temps que ça a mis d'amener le toyotisme dans les boîtes américaines. Ça a pris 15 ans ou 20 ans. Alors que ça avait été inventé aux États-Unis par Deming, tu vois. Donc, les petits. Laisse la Allez, parole à Florentin. attends, il y avait Sinon, on va Grégory qui partir. avait levé la main avant, s'il n'a pas changé d'avis. Je sais pas. On va laisser Oui, enfin la non, moi je préséance. voulais juste. Vous m'entendez? Oui. Oui, non, je voulais juste témoigner sur l'aspect Content Factory parce que j'ai quand même bossé quelques années dans une boîte qui faisait ça. Où on faisait ça, on avait vraiment un processus, une équipe, des processus définis et comme tu dis, le tempo était défini. On fixait un calendrier éditorial chaque mois pour le mois d'après, avec des sujets, des contenus à produire et il y avait vraiment un processus qui était mis en œuvre, quoi. C'est avec des rédacteurs intégrés, etc., etc. Donc c'est possible de le faire en interne. Mais oui, effectivement, ça nécessite d'y consacrer du budget parce qu'il faut avoir les moyens de recruter en fait une équipe dédiée à ça. Ouais, toi qui bosses avec des éditeurs de logiciels, qui a bossé chez des éditeurs de logiciels au marketing, ça fait partie des sujets, quoi. C'est mettre en face les ressources qui vont bien pour produire ce flux de contenu. Faisable, on n'a pas de doute. On a mentionné la presse. La presse existe depuis 300 ans. Elle sait faire, il n'y a pas de problème. Avec des business models qui ont été d'ailleurs détruits par la transition numérique. Florentin, dis-nous. Alors moi, ce serait une petite réflexion sur de fond en fait sur le marketing. On se rend compte qu'il y a des secteurs entiers de business qui sont tombés sous le coup du monitoring. Le monitoring, c'est ce que j'appelle, par exemple, pour les crypto-monnaies, les IcoBench qui génèrent leurs propres leads. Tu as Booking pour les hôtels, tu as Uber pour les VTC, etc. Le marketeur, il est en train de se faire bouffer par tout ça finalement, parce que une fois que tu as un secteur de l'économie, un pan tu as une catégorie en fait de travail qui a été bouffée par pour le marketeur, il va rester comme l'exemple de la saucisse, parce qu'il n'y a pas une start-up qui s'est emparée de la saucisse pour dire bon moi je vais prendre le monopole sur la vente de saucisses. Tu vois, on parlait de winner take all tout à l'heure, c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux dire tu veux dire que comme il n'y a plus qu'une position dominante, les indépendants n'ont plus de marketing? Genre, les hôtels n'ont plus de marketeurs à cause de Booking, c'est ça que tu veux dire? Ils en ont encore, si tu prends des gîtes, des petits machins comme ça, si tu veux, mais ça reste du petit. Est-ce que le Graal aujourd'hui pour un bon marketeur, c'est pas justement d'aller dans l'idée de moi je vais prendre le monopole sur mon domaine parce qu'il n'est pas encore pris. Si, c'est ce qu'on disait dans le webinaire Transition numérique, et chaque PME aujourd'hui doit devenir la voie de référence de son secteur, et dans une économie qui tend vers le winner take all, donc il y a un gagnant et tout le reste est quantité négligeable. Dans une économie comme celle-là, il faut devenir l'expert visible de son domaine, au risque d'être ce qu'on appelait surtraitant, tu vois, les bookings avec les hôteliers, ce genre de choses. On a un article là-dessus qui date d'il y a 4 ans. Et pour ton business à toi en particulier, ça va être la même chose, tu penses, ou c'est pas justement possible? Ça pourrait, mais ça pourrait. HubSpot tente un petit peu de la jouer comme ça, bien sûr, mais c'est plus compliqué. Ouais. Mais après, il va y avoir des plateformes. Il va y avoir des plateformes aujourd'hui, des plateformes de freelancing, des 99 Design qui ont tenté le coup. À mon avis, ils n'ont pas non plus réussi. On n'y est pas.
On verra si ça arrive ou pas. On ne peut pas prédire l'avenir, mais la tendance est celle-là. Est-ce qu'elle va se réaliser complètement dans le marketing? C'est difficile à dire. Ouais, c'est compliqué à prévoir. Ouais. D'accord. Parce que moi, l'idée, c'est que moi, tu connais bien mes business. J'ai toujours autre chose à faire, et ça, c'est archi pénible, mais c'est comme ça. J'ai toujours autre chose à faire que de gérer mes leads, finalement. Toi, tu m'as généré des leads avec des process, etc., qui sont bien rodés. Et je suis toujours occupé à autre chose que m'en occuper. Est-ce qu'on ne peut pas automatiser la dernière phase qui va être de C'est la vente vraiment en ligne après, c'est le e-commerce. Le Voilà. e-commerce a été inventé comme ça en vrai. Si tu regardes l'histoire du e-commerce, le premier e-commerce qui a été créé, c'est un gars qui en avait marre de traiter ses leads et il a dit ils vont acheter tout seul et puis c'est bon. Tu vois, je pensais que c'était l'inverse. Ouais. Je pensais que c'était les marketeurs qui avaient inventé les leads pour se vendre au e-commerce. Non, e-commerce, c'est quand la transaction elle-même est self-service. Après, le self-service grandit de plus en plus. Et là, on vient de prendre 10 ans de transition numérique en 3 mois grâce au COVID, leader de la transition numérique. Ouais. Mais autrement, ça dépend de ce que tu fais. Donc, si toi, tu n'as pas envie de gérer des leads, il faut que tu ailles plus vers des modèles e-commerce self-service. Sinon, il faut qu'au contraire, tu mettes la vente avant tout dans ta boîte, que tu fasses de l'argent et que ça te permette de déléguer toutes ces choses une fois que tu peux le financer. Donc il y a une vraie stratégie derrière tout ça finalement. C'est pas juste de dire voilà, on a du contenu, ça génère des leads, on fait des ventes derrière. Il y a une philosophie. Je pense que ça doit être dur à vendre ça à l'artisan justement tu vois. C'est pas la cible de toute façon. Là aujourd'hui, on fait ces webinaires, c'est pour de la PME. On vise plus l'artisan. Donc c'est un vrai sujet, Florentin. Je pense que ce que tu dis, c'est une vraie stratégie. Quand j'ai lancé Teambox en 2008, donc petite boîte de téléphonie sur IP, il y a eu un choix. C'est-à-dire avec nos investisseurs, c'était soit on prend 5 commerciaux, les pages jaunes et yalla, c'est parti. Soit on s'appuie sur une toute autre approche. Et d'ailleurs, quand j'ai pris la décision, je ne savais même pas quoi faire en vrai. Sauf que j'ai dit non, je refuse de manager des commerciaux. Je vais en flinguer 4 sur 5. Le job to be done est là. Non, ça c'était clair. J'allais finir en prison de toute façon. Je m'insupporte assez pour savoir que je ne supporte pas les autres. Donc j'ai dit non, je ne veux pas de commerciaux. Un bon commercial est un commercial mort. On va faire autrement. Et donc je suis parti tout de suite on va monter un site internet. Et puis, on va regarder, il y a cette histoire d'inbound marketing qui m'est tombée dessus. Je dis, OK, on va faire de l'inbound marketing, on va produire du contenu. On est en 2020, cette boîte-là, il n'y a toujours pas de commerciaux. Ce n'est pas une blague. Il n'y a pas de commerciaux, il y a 2 ingénieurs, il y a un service client support technique hypertrophié et c'est tout. Basta. Et en fait, donc on est quand même sur une sorte de B2B, parce que c'est quand même de la téléphonie pour des professionnels du secrétariat médical. Et elles achètent, alors c'est plutôt un public féminin, elles achètent toutes seules. Elles ont des vidéos, elles ont quelques articles, il y a une communauté qui s'est instaurée et il n'y a pas de commerciaux. Et quand elles appellent, c'est bonjour, je veux le bon de commande, quoi. Donc l'étape suivante, c'est de dire vas-y, tu remplis les coordonnées en ligne, tu fais le bordel. Parce que c'est une forme de création de contenu. Oui, mais c'était de la création de contenu. C'est le contenu bas d'entonnoir où tu crées des contenus qui expliquent aux gens comment acheter, tout simplement. J'ai même fait des contenus plus hauts, c'est-à-dire que comme je m'intéressais à des télésecrétaires indépendantes en télétravail, je suis allé de pourquoi vous devriez avoir des plantes vertes dans votre bureau. Ça, c'était les premiers contenus pour attirer des télétravailleurs. Comment choisir convenablement un fauteuil quand on est en télétravail, comment choisir un casque. Donc voilà, et jusque à comment tu vas faire tout seul un des contenus, c'est la FAQ, quoi. Voilà toutes les questions qu'on nous pose, voilà comment ça se passe, voilà une fois que tu as signé le contrat, ce qui va se passer. Et tout ça, c'est en ligne et tu pousses. Les FAQ, c'est un énorme levier aussi pour cette phase de conversion, pour les gens qui sont en bas d'entonnoir. Donc oui, Florentin, quand tu ne veux pas traiter des leads, sauf qu'on est dans certaines organisations, on a quand même des commerciaux et puis voilà, il faut les alimenter, on les a payés, ils sont là, ils existent, on ne peut pas les virer tout de suite. Ils ont du levier. On pourrait les abattre, mais bon, il faut donner ça à des cochons pour qu'il n'y ait pas de traces et tout, ça pose des problèmes
de C'est que ça va morale, sur YouTube, ça. d'éthique. Euh, Et puis Pardon. moi, ça c'est vrai. pousse vers ça pousse vers ma. En fait, je voulais faire une transition là-dessus, qui était que finalement, vos rôles, ils seraient super pertinents auprès du créateur d'entreprise, parce que tout ça, c'est quoi? C'est une culture d'entreprise, c'est des bouts d'ADN que tu mets dans une entreprise. Si tu les mets dès le départ, ça va être bien mieux huilé que si tu arrives dans un truc qui est déjà existant. Où tu vas bousculer les commerciaux, etc. Tu vois. Ouais, mais les startups ont cette culture déjà, en fait, et elles n'ont pas besoin de nous, quelque part, Elles pas au l'ont moment de la vraiment. fondation. Ouais, mais t'as pas que la startup. T'as pas que la Les startup. autres font pas d'argent. Les Enfin, c'est une PME du startup par temps. Moi, définition, c'est une boîte ouais, qui démarre, si tu veux. moi, ouais. Parce que moi, par Soit, exemple, je t'aurais eu en 2015, quand j'ai créé mon affaire à Rouen, sur laquelle tu m'as aidé, je t'aurais eu dès le départ. Non seulement j'aurais économisé de l'argent, j'aurais économisé du temps. Et surtout, mes clients, dès le départ, auraient été habitués au process, parce qu'il y a ça aussi. C'est que, par exemple, moi, j'ai une clientèle avec une récurrence de paiement et des reconductions de paiement. Une fois que tu as habitué tes clients à un mode de fonctionnement, pour les en sortir, bon courage, c'est des écuries d'Ogias, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est ouais, 12 travaux Mais derrière. c'est il y pour en ça, a qui. Florentin, qu'on s'adresse effectivement aux dirigeants dans les PME. Personnellement, je ne vais pas sur les grands groupes parce que je n'ai pas la main là, c'est trop. Les Ouais. directions, tu ne rentres pas, tu appelles Joselito, tu ne rentres pas dans un COMEX, c'est mort. Mais quand on s'adresse aux PME, oui, bien entendu, c'est les dirigeants. Si on va sur le responsable marketing, il faut remonter la rivière, c'est une galère totale. Alors Ouais. sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on explique au responsable marketing comment vendre le projet un étage au-dessus. Il faut le former en lui disant, voilà, on va t'aider à vendre ça en interne. Donc, passe-moi ton papa. Tu vois, c'est comme quand Ouais, je vendais tout l'univers, quoi. Tes parents, ils sont là? Ouais, vas-y, bouge. Envoie tes Et puis, parents parce que toi, tu vas me saouler. dès le seed, dès l'idée du site, tu vois, tu as le seed, Oui, c'est là oui, qu'il faut intervenir. Comme fait Legal Start ou Legal Place pour ton oui, juridique, tu vois. Toi, tu oui. interviens et tu fais un tuyau, justement, ton entonnoir, il est basé sur le créateur. Et, À la taille qu'on a moi, aujourd'hui, c'est pas économiquement, c'est pas très intéressant pour nous de le faire comme ça. Ça pourrait D'accord. avoir du Parce que sens moi, à plus grande échelle, mais voilà, là, ce que je te fais, finalement, c'est un feedback de mon expérience. bah, je Moi, comprends le besoin, mais ce serait ma solution. c'est un besoin qui est peu solvable finalement. Donc pour nous, c'est pas très Après, intéressant à la taille il y a qu'on un a aujourd'hui. sujet là-dessus, Florentin, qui est. J'ai la liste, hein, je regarde à côté parce que je vous vois tous, Pascal, Grégory, Flora, Sylvain. Je vais laisser la parole aux autres maintenant. Non, il n'y a pas de souci. Ce vrai sujet, en fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on le rencontre et on en parlait hier avec Grégory, c'est que tu rentres par le biais du contenu, on parle de marketing, très rapidement, on est en train de parler de stratégie, de modèle économique, d'organisation, et on se rencontre, on prend conscience à quel point c'est stratégique. Aujourd'hui, quand on nous dit, voilà, je veux faire du contenu, on se retrouve très vite dans une conversation, mais c'est quoi ton business model? Mais c'est quoi ta valeur? Et tu te trouves où, toi, dans la chaîne de valeur? À quel endroit tu te situes? Et contre toute attente, dans les PME, on n'achète pas de stratégie, rarement, parce que on se dit, ouais, qu'est-ce que je vais acheter de la strat? Mais c'est que des questions de stratégie. C'est pour ça que ces sujets-là, quand on les aborde aujourd'hui, vous voyez bien que dans les webinars, on n'est pas très, très nombreux, parce qu'on challenge toute l'organisation en disant, mais vous êtes organisé comment? Ah ouais, mais si toi, tu es en mode projet, toi, tu es en mode process, toi, tu es en mode machin, il va falloir recaler. Ça impacte sur le recrutement, ça impacte sur tout un tas de sujets. Donc oui, Parce bien que sûr, moi, Florentin, ça monte d'un niveau. dans mon idée, maintenant, Philippe, dès que je crée la moindre idée que j'ai, j'en parle à Philippe pour qu'il soit là dès le départ et qu'il m'accompagne après dans tout le processus. Et ça, c'est ce qui m'a manqué, moi, cruellement, sur la dernière affaire où il n'était pas là, celle créée en 2015. Je sais que toutes les prochaines là, que je vais créer, il sera là pour m'accompagner, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable, hein, quand on est une PME. Moi, j'ai découvert un autre monde que je connaissais pas. Voilà, où être bon gérant et bon technicien, ça suffit plus. C'est un autre métier à part. C'est vraiment pertinent. On parlait Donc de voilà, scale tout merci. à l'heure, c'est ça. Et
Bon, c'est une vue d'ensemble. Après, le problème des fondateurs, c'est que c'est rarement, il y a rarement le financement suffisant pour vraiment payer ce genre de travaux. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a créé les coachings avec 1 heure par semaine ou 1 heure par mois. On peut apporter aussi pas mal de valeur à finalement un coût qui reste gérable. Après, en externalisation, il faut mettre de l'effort en interne, c'est certain, dans une création. Et c'est pour ça encore que les startups arrivent, les startups qui ont vraiment pris le pli, qui sont dans le bon écosystème, arrivent à des performances assez étonnantes en termes de croissance. Mais une PME peut le faire. Alors, c'est vrai que parce que… Et une PME peut le faire parce qu'elle a le financement et le fonds de roulement. Elle peut le faire contre, elle a de la à condition de se dire je vais créer mon budget marketing. En fait, je vais aller le chercher avec les dents, mon budget marketing. Et là aussi, la différence c'est très intéressant entre le mode projet et le mode process, c'est que si tu es en mode projet et que tu dis OK, je veux faire tout ce que vous m'avez montré, là, c'est bon, je veux y aller. Combien ? 150 000 €. Waouh, je ne les ai pas. Et la discussion s'arrête là et tout le monde part en dépression. Si tu dis OK, regarde, c'est un processus. Donc, ça ne va pas se faire en 6 semaines, ça va prendre plus de temps. Néanmoins, on va commencer par ça, puis ça, puis ça, et ça va coûter 5, ça va coûter 10. Et au fur et à mesure, nos clients disent bon, maintenant que j'ai du budget, c'est quoi l'étape suivante ? Et on améliore le processus en continu. Et c'est aussi ça, ce côté, le mode projet m'a tué, c'est que ça te scie les pattes tout de suite, quoi. Quand tu vois les budgets qu'il faut mettre, monter une équipe et tout ce qu'il faut faire, waouh, tu perds beaucoup d'énergie très vite. Alors que si tu l'envisages sur la durée comme un processus, tu te dis OK, vient le problème de OK, mais je commence par quoi dans ces cas-là ? Si je fais un processus, l'étape 1, c'est quoi ? Et c'est là où on intervient. Qui d'autre ? Flora, aujourd'hui, elle est sage. Flora, remarquez que je vois un petit notif dans question-réponse, mais je ne sais pas l'ouvrir, ce truc. C'était la question de Florentin dans question-réponse. Tu cliques dessus et ça ouvre une petite fenêtre sur le côté. Allez, un volontaire au hasard, avant de conclure. S'il n'y a personne, on ferme la porte. Il y a Flora. Allez. Bonjour. Bonjour. Je me disais quand même, Flora qui ne dit rien aujourd'hui, ça va Comment vas-tu, Flora ? Ça va bien ? Ça va. Je commence à… Alors justement, donc c'est pour ça aussi que je me suis inscrite petit à petit au webinaire, parce que j'avoue avoir profité du confinement pour commencer vraiment à réfléchir à cette partie communication, à travailler sur le contenu et tout ça. Donc j'avance petit à petit dans la réflexion. J'avoue que justement, ça a été la réflexion là, de l'une des personnes qui est intervenue. Vu que je suis toute seule pour le moment à tout faire dans la boîte, que ce soit la prod, le commercial, le marketing, l'administratif, faire le site internet, enfin tout. C'est vrai que c'est un sujet qui, pour moi, reste dans les dernières tâches à faire. Donc, j'ai encore beaucoup de mal à me caler du temps pour m'en préoccuper. Typiquement, là, les conseils donnés la semaine dernière par rapport à la communication sur LinkedIn, etc., je me le suis noté, mais je n'ai pas encore travaillé dessus. Mais c'est vrai que je partage cette problématique parce que du coup, alors moi, j'ai une formation à la base de marketeur et après, je suis allée vers le commercial. Mais c'est vrai que dans la rédaction de contenu, du coup, j'ai toujours aussi cette ambiguïté de savoir comment le rédiger. Puis surtout que maintenant, il y a la question de devoir faire une communication sur l'entreprise, comme on dit, pour faire un peu de la notoriété. Donc, je dois avoir ce type de contenu-là pour faire connaître la société. Il y a le contenu donc d'ordre plutôt commercial, pour donner envie à des prospects de venir nous contacter. Et c'est vrai que pour moi, par rapport à mon expérience, etc., par rapport aux petits moyens pour le moment que je peux avoir, c'est tout le sujet en fait là où c'est hyper compliqué. C'est-à-dire de savoir quand je me dis OK, là, il faut que je me pose sur la ligne éditoriale, par exemple sur LinkedIn, de me dire voilà, toutes les semaines, je vais publier quelque chose là-dessus. C'est encore assez compliqué aussi, puis de se dire il faut aussi que j'ai une tonalité, quelque chose qui me corresponde, qui corresponde à la boîte, au message que je veux faire passer. Et donc, en fait, je pense que ce qui me bloque beaucoup aujourd'hui, c'est que j'ai l'idée de ce que je pourrais faire pour la communication. Mais forcément, j'ai énormément de mal à me dire comment j'écris.
Enfin, comment je fais le contenu, comment je l'écris et qu'est-ce que je publie vraiment. Et c'est ce truc-là qui fait que j'arrive pas à passer d'un côté, je pense, le cap de publier du contenu pour la boîte. Mais Flora, toi, tu n'as pas un problème de contenu, tu as un problème de gestion du temps. C'est sûr. Oui, évidemment, mais tous. Mais tu sais que c'est vraiment, et là, je vois pas Grégory, mais Grégory, si tu es mort de rire à ce moment-là, parce que c'est le vrai sujet. Le vrai sujet est là. On a un problème de temps et c'est pour ça qu'on s'est mis sur cette notion de process et de tempo pour dire, OK, on se demandait, mais pourquoi on n'y arrive pas en fait? C'est-à-dire que nos clients nous disent systématiquement, ouais, c'est génial, c'est top, c'est machin, c'est bidule, mais on ne le fait pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Et s'obliger à sortir la tête de l'eau. Tu vois, nous, avec Philippe, exemple type, hein, ces histoires de webinars, c'était avant, on faisait des vidéos, on était tous les deux, on appuyait sur le bouton record et puis on les foutait sur YouTube. Et forcément, vu qu'on n'était que deux à être engagés dans le processus, de temps en temps, c'est vas-y, j'ai pas le temps. Vas-y, j'ai pas le temps. Et là, on s'est imposé. Tous les vendredis, 11h, webinar. Tu as le temps, tu n'as pas le temps. Il y a un public. Cloche, on entend les cloches. Et à partir de là, ça a changé notre façon. On s'est mis dans ce rythme. En attendant, on va finir cette séquence de 8 webinars. Et ça y est, on a un pool de contenu. Vraisemblablement, ça en fera une mini-formation. Donc, on a un nouveau produit. Ouais, et ça s'est fait en plusieurs fois. Je le mentionne aussi parce que on voit aussi qu'on n'a pas commencé avec ce cycle de webinaire. On a lancé un webinar, c'était 80 slides en 30 minutes. Les gens étaient comme ça. On faisait tous les sujets d'affilée. On faisait pourquoi, les challenges. Après, on faisait les cibles. Ensuite, les offres. Ensuite, les contenus, histoire, études de cas, pourquoi on fait ça, etc., etc. Tout ça en 30 minutes. Voilà, on a fait le premier, on l'a fait 2 fois. José Lito m'a dit attends, on va découper. Et on a une bundlé. Et maintenant, on a 8 webinaires beaucoup plus précis. On a encore d'autres idées pour la suite parce qu'on nous pose des questions. Donc, on voit qu'on a d'autres choses à dire qui peuvent faire des contenus à part entière. Ça sera mis sous forme de formation. C'est remis sur Pascal a une YouTube. question. Pardon, je t'interromps. Ouais. Pascal, tu veux nous la faire en live ou tu veux... Oui, je peux. Bonjour à tous. Oui, alors moi, je suis un petit peu un extraterrestre dans vos projets puisque je travaille tout seul. Mais en fait, la question que je me posais effectivement pour la réalisation du process pour gérer le contenu, est-ce qu'on ne doit pas tout travailler dans l'objectif de la création de ce contenu dès le début de la création d'un produit ou d'une mise en circulation comment dire, de quelque chose à commercialiser, quoi. Dans le meilleur des mondes, tu tiens la bonne réponse. Dis-nous ce que tu fais, Pascal. Alors moi, je fais du conseil aux entreprises. En ce moment, je suis dans la santé au travail beaucoup, puisque j'accompagne les entreprises dans les process Covid-19. Voilà, dans la modification de leur document unique pour que, puisqu'il devrait y avoir normalement une vague de contrôle des services comment dire, du travail, comment dire, de l'inspection du travail, pour vérifier que ces process ont bien été mis en route dans le cas éventuellement d'une reprise d'épidémie ou de nouvelles épidémies, qu'on ne soit pas dans le même désappointement que celui dans lequel on a été là. Voilà, donc aujourd'hui c'est un gros travail. Je ne travaille pas pour aujourd'hui, je travaille pour demain surtout. Ça rejoint ce qu'on présentait aussi régulièrement. Donc, on part des produits, on se demande pourquoi on part des cibles, on part de produits, etc., au lieu de parler de contenu. On a fait ça pendant pas mal de webinaires avant celui-là, avec cet entonnoir. Et parce qu'en effet, le contenu vient des produits, puisque le produit, on est sûr qu'il crée de la valeur, il contient de l'information, et cette information peut être extraite. Et c'est pour ça qu'on parlait aussi de scale, c'est que cette info qui est extraite, elle peut se diffuser à bien moindre coût que le produit lui-même. Et donc, ça permet de toucher plus de monde et donc d'élargir cet entonnoir. Mais pour trouver les bons morceaux et en faire des contenus, comme disait Flora, ça demande un process. Non, Benoît, effectivement, on va pas jeter les produits qu'on a déjà. C'est juste que c'est un petit peu plus, ça demande un peu plus de gymnastique, mais on y arrive systématiquement. Ce que tu dis, Pascal, est juste. Dans le meilleur des mondes, au moment où tu penses le produit, tu penses en même temps le marketing, tu penses la com, tu penses tout ce qui va avec et la commercialisation.
Ça, finalement, J'amènerais même pas comme ça, en fait. Mais ton produit, tu le fais pour résoudre ce problème. Et après, ton produit, tu dois le vendre dès le jour 1. Mais ce n'est pas penser à la commercialisation, c'est vendre. Donc, tu as un produit, tu le vends. Et ensuite, quelle partie du produit est claire et focus et comment je la vends. Et tu vends. Alors, parce que toi, tu es ultra startup, d'accord, mais imagine que tu as déjà ta boîte. C'est ce que dit Benoît, finalement, tu as déjà ta boîte, tu as déjà tes produits. Le début, c'est startup. C'est la fondation. Tu as un historique depuis 20 ans. Souvent, la question qu'on me pose, dans ce cas-là, oui, tu as une bonne base. c'est ouais, mais Joselito, c'est mort, quoi. Enfin, j'ai un historique, j'ai machin. Non, c'est pas un problème. On arrive à le faire. On arrive à raccrocher les wagons et à finalement repartir sur il y a des produits qui existent, il y a déjà des services, des offres qui existent. Et petit à petit, on remet cette logique-là à l'intérieur, on remet le contenu. On l'a fait chez un de nos clients qui s'appelle Oxand, ça fait 17 ans qu'ils existent. C'est de la maintenance industrielle, c'est des choses comme ça. C'est dans l'immobilier public et privé. Ils ont du logiciel, ils ont du conseil et ça fait déjà longtemps qu'ils ont tout leur process de commercialisation. Et on a mis en place cette approche marketing. Alors, c'est un peu plus… ça couine un peu, c'est un peu douloureux, ça coince, ça craque. Mais ça le fait aussi. Donc, non, on ne jette pas tout ce qu'on a déjà. Heureusement. Ma remarque était sur quand on crée, est-ce qu'on devrait tout prendre en compte? Mais c'est même pas tant de le prendre en compte, c'est juste de vendre dès le début et comprendre sa valeur et toujours améliorer la façon dont on explique sa valeur. Et si on existe déjà, il suffit de creuser dans ce qu'on vend. La valeur y est déjà, donc il suffit de trouver la valeur que les gens achètent et qu'on ne savait pas qu'on leur vendait. Et ça aussi, il faut le faire sous forme de processus. Oui, Flora? Et j'ai une autre question parce que par rapport à au webinaire aussi de la semaine dernière. Moi, typiquement, je dois avouer, j'avais fait, dans l'historique, j'avais fait beaucoup de prospection il y a 2 ans. J'avais fait une grosse vague de prospection avant de créer l'entreprise d'ailleurs. Qui du coup, c'est vrai que ça m'avait apporté pas mal de leads, dont des gros projets. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, commercialement, je vis sur ces projets qui ont été initiés à cette époque-là. Donc aujourd'hui, vu que là, il y a des choses qui arrivent un peu au bout, qui traînent, etc. Donc, j'essaye de relancer la prospection. Donc, par rapport à ce que vous disiez sur le côté modèle process, d'aller interroger les cibles, etc. Moi, par exemple, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir comment je peux mettre ça en pratique pour le moment. Parce que c'est vrai que du coup aussi, ça fait que j'ai pas forcément une très bonne connaissance des cibles. C'est un truc tout bête dans une industrie. Est-ce qu'il faut aller contacter le big directeur R&D, le responsable R&D de chaque département, l'ingénieur qui est en dessous, qui bosse sur son projet. Enfin voilà, je ne sais pas forcément quelle est la meilleure approche pour leur faire comprendre l'intérêt de la technologie et de faire aller plus loin. Donc ma question c'est, est-ce que même si je n'ai pas ça, que pour le contenu, je me base sur la perception que j'en ai pour le moment, les retours que j'ai pu avoir des prospects dans toute cette période-là et des clients, et du coup je me base quand même là-dessus en me disant je lance quand même le contenu et puis du coup si je commence aussi à avoir des retours, dans ce cas-là, des gens qui répondent ou qui likent ou etc. Dans ce cas-là, à la limite de leur proposer de les rencontrer, de discuter avec eux pour pouvoir faire vraiment un vrai échange pour mieux comprendre justement, comme vous disiez, le job to be done. Est-ce que vous pensez que le fait de fonctionner comme ça, ça peut le faire, ou est-ce qu'il faut passer en fait de dire pour le moment je publie rien, je passe du temps à essayer d'interroger des gens, faut faire de front, définir le job to be done et je fais le contenu après? On parlait de 10-20-30, tout est un process, donc il faut faire les deux en même temps. Il faut prospecter, parler aux cibles et produire le contenu en même temps pour créer ce feedback loop, cette boucle de rétroaction. Okay. Joselito, on est d'accord? Ma grand-mère, quand elle faisait des régimes, il y avait 2 choses qu'elle faisait à chaque fois. Elle disait après. Ma grand-mère, c'est une dame espagnole, c'était une mamie espagnole, et à chaque fois, elle disait non, mais après les fêtes de ci, après les saints machins, après les trucs bidules, toujours après, d'une part. Et après, quand elle allait voir son médecin qui lui disait « il faut arrêter de manger du sucre parce que c'est pas bon pour vous, etc. » Elle disait
Bon, d'accord, faut arrêter de manger du sucre. Mais ça, quand même, bon, il y a un peu de sucre, mais quand même, je peux pas quand même essayer de le manger. Elle essayait tout le temps de se défiler. Elle est morte de sa belle mort en faisant la fête, donc tu vois, elle a jamais arrêté. Elle a jamais fait de régime, elle a toujours bouffé du sucre. Est-ce que ce que tu dis là, Flora, c'est que tu essaies de te débiner vis-à-vis de toi-même, en fait. C'est maintenant que je sais que je dois faire ça, est-ce que quand même je peux l'esquiver un tout petit peu sans le faire vraiment, mais en le faisant un peu ça marche pas. La réponse est Ouais, ce que je me dit lance Philippe. quand même. Ouais, parce que faut se sinon, lancer, je vais te dire. même si c'est pas parfait, faut le faire, quoi. Ouais, mais alors, faut se lancer même si c'est pas parfait, mais en même temps, pour pas se lancer pour rien, en disant bon, écoute, tu sais pas, je vais faire. Et ce soir, j'ai un coaching avec Grégory Coste parce que c'est. Non, mais je vais quand même faire l'article comme ça parce que j'aime bien. Et puis après, on fera le SEO, ton histoire de cocon sémantique, des grappes. Tout ça, on va le faire le truc chiant, on va le faire après si tu veux bien. Et là, j'ai Grégory qui me marque à la culotte, qui me dit non, d'abord, Joselito, parle-moi de tes concurrents, tes machins, ton job to be done. Donc, le sujet, c'est de se dire, OK, vu que je n'arrive pas à décider, je vais le faire par tout petit bout. Donc, et je vais mettre un petit bout de ce que j'aime bien, un petit bout de ce que j'aime moins, et puis hop, j'avale des petits pois. Tu sais, comme les enfants avec les légumes. Tu mélanges dans l'assiette et tu mets un petit peu de petits pois, un petit peu de trucs comme ça. Le 10, 20, 30 qu'on se fait, ce que présente là Philippe, et on s'y tient, c'est ça. C'est on met un petit bout, un petit bout. Des fois, ça nous semble chiant de se dire mais on ne va pas reparler des cibles. On les 10 connaît, minutes, les on en a cibles. parlé la semaine dernière. Et je peux te garantir que toutes les semaines, il y a un nouveau truc à se raconter sur ce sujet-là. Et pour le contenu, à chaque fois qu'on se fait nos 30 minutes d'éditorial, on se dit ah mais non, la semaine dernière, ça avait l'air d'être une bonne idée, mais en vrai, ou on n'a pas le temps, ou finalement, c'était une fausse bonne idée. Et on fait le ménage comme ça. Parce qu'on est comme toi, Florent, enfin, on est une petite structure. On travaille pour nos clients, mais il faut bien aussi qu'on bosse pour nous. Et ce truc par petits bouts, franchement, c'est magique. Hein. C'est une des clés du mystère. Hein. Un point aussi qui est intéressant à remarquer là, c'est vraiment le problème des freelances, et c'est ce qui fait souvent que le freelance reste freelance et devient jamais une boîte. C'est qu'on a cette sinusoïde de j'ai pas de clients, je prospecte, j'ai des clients, je prospecte pas, j'ai plus de clients, je prospecte. Complètement. Et il n'y a pas de process. Donc, si tu dis je connais pas bien mes cibles, le process de savoir à qui il faut parler dans la boîte, le mapping, comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. Je l'appelle la Power Map. Power Map, ouais, il y a un autre terme aussi, mais bon, cartographie des décideurs et des acheteurs. Ça, c'est un process commercial. Process et commercial. Et ça passe par une forme de prospection, prospection/démarchage. C'est de la recherche, c'est du contact, etc., du networking. Et dans un business comme le tien, c'est certain qu'il faut en faire beaucoup. Et le contenu sera en fait que le scale de cette activité-là. De toute la connaissance que tu vas prendre, tu vas la capitaliser, l'accumuler et la transformer en contenu. Si tu fais que le contenu de ton côté, je peux témoigner pour l'avoir essayé, il ne se passe rien en fait. On crée des trucs, on les balance, il ne se passe rien. Donc, il faut aller chercher. Faut pas que je me dise parce que je fais du contenu, ça va me ramener des leads en arrêtant la prospection. Faut que je fasse les deux en même temps. Quoi. Ouais, on est derrière son ordi. Pardon, je te coupe, désolé Philippe, mais Grégory aujourd'hui, suivez Grégory Coste et regardez les contenus qu'il propose et qu'il fait. Et je dis, mais tu fais ça de 7h du matin jusqu'à minuit ou quoi? Et il est tout seul et parce qu'il a cette méthode, parce qu'il a cette approche qu'il a mis en œuvre depuis des années, c'est du contenu qui est top, moi j'aime bien, et en plus qui est efficace. On est bien d'accord, hein, Grégory, je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire que ça crée de la conversation, tu as des prospects qui arrivent grâce à ces contenus-là. Tu passes combien de temps, Grégory? Tu pourrais dire combien de temps ça te prend sur une semaine? Alors oui, c'est super efficace parce que je cible vraiment un profil précis, qui sont les éditeurs logiciels SaaS. Donc voilà. Donc, comme je leur parle d'eux, leurs problématiques, etc., ça les intéresse. J'y passe du temps, ça dépend de la longueur des articles. Là, le dernier, j'y ai pas passé beaucoup de temps parce que j'avais déjà une partie qui était que j'avais déjà rédigée en amont. Mais par exemple, sur l'article qui parle du référencement naturel, qui est extrêmement long, j'y ai passé beaucoup de temps. Ouais. Honnêtement, je mesure pas mon temps parce que j'alterne, étant tout seul, j'alterne les tâches et je peux pas rédiger un contenu en 2 jours ou en une journée.
parce que j'ai plusieurs choses à faire dans la journée. Donc, mais on va dire que l'article sur le référencement naturel, j'ai dû mettre une bonne semaine, mais en effectuant d'autres tâches, tu vois, en étant au téléphone, en envoyant des mails à côté. Donc, Ouais, je donc l'ai pris, je l'ai repris, etc., quoi. Je l'ai c'est continué. bien la preuve, tu vois, Flora, que c'est possible. Le tout, c'est de dire, je le fais, je bloque un temps. Mieux vaut bloquer 30 minutes en disant, ben, Ouais. C'est je ça. préfère me dire, chaque jour, je fais que 30 minutes, plutôt dire, ouais, allez, je prends une grosse plage de 4 heures. Franchement, j'éteins tout, je ferme tout. Et le premier qui appuie sur qui m'appelle, je le défonce. Et tu le feras jamais. Mieux vaut se dire, je fais 30 minutes et Ouais, je fais 30 mon minutes. petit bout. Et là, aujourd'hui, bah, Grégory, finalement, il a des contenus. Ils sont là, ils existent. Maintenant, ils sont vivants. Il les fait vivre, il les fait tourner et ça fait le job. Flora, Et je me permets un petit conseil perso. Moi, personnellement, j'aime bien réserver la rédaction le matin. Mais ça, Ouais. c'est personnel parce que je sais que le matin, je suis frais et je peux attaquer des tâches qui demandent beaucoup de réflexion, de concentration là-dessus. C'est clair que si je commence à rédiger mon article à 14 heures sur la digestion, je sais que je serai beaucoup moins efficace. Mais ça, c'est personnel. Il faut trouver le moment idéal et se réserver ce moment, s'isoler pour rédiger. Voilà. Oui, puis du coup, Merci. c'est alors après, en rythme de publication, du coup, voilà, une fois par semaine, quand on fait vraiment de la rédaction de contenu, hein, je veux dire pas du partage ou des choses comme ça, Ouais. voilà, faut essayer si je comprends bien, il faut essayer de se forcer pour se dire, bon, bah, une fois par semaine, je publie quelque chose, donc je me Quand cale du tu temps veux. tous les jours pour pouvoir le faire. Ouais, non. Pas Après, forcément. ça dépend. Si tu es multitâche, en fait, moi, je dirais mieux vaut 2 super articles par mois qui répondent aux problématiques de tes prospects que 1 par semaine à moitié bien foutu. Ouais, d'accord. C'est plus une Voilà. question de rythme. Ok. Après, Bah, merci pour le conseil. c'est le pouvoir des habitudes, hein. Le tempo, c'est de se dire, OK, je fais mon sport, je le fais parce que je le fais tous les 2 jours et je le fais certains jours et je sais que j'ai le sport, donc je fais le sport. C'est vraiment le pouvoir des habitudes, il est là, donc il faut quand même exploiter ce pouvoir des habitudes. Donc même si le rythme de publication est 2 par mois, il faut rester à 2 par mois et puis il faut essayer de se mettre une session de travail, je sais pas, peut-être par semaine. Il faut que ça soit calé sur un cycle qui fonctionne pour notre cerveau et pour notre énergie. Ok. Surtout quand on est tout seul Ouais. et multitâche. Là, c'est vrai qu'on est parti sur des organisations plus grandes, donc le problème se pose moins. Donc en plus, il faut gérer sa propre énergie. Ouais. Philippe, c'est Flo. Si je peux me permettre d'intervenir, puisque tu parles comme pour une discipline sportive, il faut faire la différence entre la motivation et la discipline, justement. C'est vraiment 2 choses qui sont différentes. La discipline, c'est ce qui va faire que tu réussis, et la motivation, c'est ce qui va faire que tu vas y aller. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. Voilà, c'était un petit aparté. La motivation Moi, te je donne l'observe. l'énergie et la Oui, j'avoue que discipline. je dois être mais si honnête, tu l'as pas. la publication, rédiger des articles ou le contenu, c'est pas la chose pour laquelle j'ai plus de motivation. Alors, il te faut plus de discipline pour compenser. Après, à ton échelle, Flora, tu peux aussi ne faire que de la prospection et monter un business en prospection pure. Et prendre la voie sur le marché peut venir dans un second temps avec de l'aide extérieure, une fois que tu as créé le flux de revenus qui te permet de le financer. Ça peut être une stratégie Mais c'est vrai valable. que vous avez, c'est aussi hyper intéressant parce que l'un des gros clients que j'ai aujourd'hui, on l'a eu parce qu'à l'époque, donc quand j'ai monté l'offre, j'étais dans mon ancienne entreprise, le business développeur avec lequel je travaillais, toutes les semaines utilisait une publication scientifique pour publier un petit article court dessus sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'on a eu l'accroche du prospect qui a liké, qui a posé une question, on a organisé un rendez-vous et puis du coup, c'est devenu le principal client. Tu disais que tu avais des difficultés de format. Voilà, il faut que j'essaye de faire ça, quoi. Je me suis dit pourquoi tu ne commences pas par copier ce système-là, par exemple, à faire un petit exécutif summary par semaine, par exemple, pour te mettre c'est ce que je me suis dit dans le démarrage, ça peut être pas mal, ouais. Et après, tu appliques la méthode une fois que tu commences à saturer un petit peu et que tu as pu être préoccupé de créer l'habitude. Une fois que l'habitude est créée, tu passes à de la finesse. Ouais, non, je pense que je vais essayer de parler là-dessus, mais c'est vrai que c'est un bon conseil de se dire, bon voilà, je mets quand même aussi un peu de discipline. Commencer par des formats simples et un peu… Une demi-heure, justement, voilà, pour lire un article, voir ce qui paraît intéressant, voir du coup comment je peux écrire dessus, et puis
Voilà, comme vous dites, même si c'est 2 articles par mois, bah, c'est… Peu importe. Et puis, sort ce qui sort, 30 minutes, tu dis, allez, je prends, je lis, je publie. Si c'est un post sur LinkedIn, c'est pas un problème, peu importe. C'est aussi un contenu. Hein. Mais c'est de se dire, 30 minutes, je l'ai fait, on n'en parle plus. Je dois vous laisser. Bon, bah, merci beaucoup. Après, merci à toutes, merci à tous. À bientôt. J'aime bien la comparaison avec le sport. On sait qu'on doit le faire, mais on a toujours mieux à faire. Absolument, Benoît, c'est exactement ça. J'espère qu'on va vous revoir la semaine prochaine, donc plus opérationnel cette fois. Et on vous envoie un message pour vous tenir au courant et on mettra le replay. La semaine prochaine, comment éviter le content shock et générer des bonnes idées de contenu à l'infini pour ne pas caler tous les 6 mois. Merci à tous les deux. Merci. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée.